Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Ravi de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition environnementale et sociale des entreprises. Au sommaire de cette émission, un bon digestif pour la planète. La maison NC, spécialiste français du cognac, continue sa transition environnementale et se donne de nouveaux objectifs. Qu'est-ce que cela implique pour un savoir-faire traditionnel vieux de 2 siècles? Les détails de cette nouvelle stratégie en début d'émission. Bien que moteur de l'économie mondiale, le tourisme de masse pollue. Il est à l'origine de 5% des émissions de gaz à effet de serre, selon le ministère de la Transition écologique. Une bonne raison de repenser nos usages à l'approche des vacances. Écotourisme, tourisme responsable, slow tourisme. Nous allons faire le tri dans un instant avec nos invités sur ces nouvelles pratiques touristiques plus écolo et plus respectueuses de l'environnement. Enfin, dans Smart Ideas, un deuxième avis médical. C'est ce que propose la plateforme Deuxième Avis. Plus de pédagogie, plus d'accompagnement des patients. Nous recevrons sa présidente en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée est Sandrine Sommer, directrice du développement durable de la maison NC. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Impact. La maison NC, spécialiste et leader du marché du cognac haut de gamme, 250 ans d'existence et depuis quelques années, un virage, celui d'une viticulture durable et engagée. Sandrine Sommer, dites-nous, qu'est-ce qui a changé en 2 siècles et demi sur la production du cognac? Est-ce qu'on est toujours sur des vieux alambics en cuivre comme on se les imagine? Alors tout à fait. Ce qui n'a pas changé depuis plus de 2 siècles, c'est la qualité de la maison NC, qui fait vraiment une grande différence. C'est toujours le même process, bien sûr. Mais c'est vrai que depuis plus de 20 ans maintenant, les dimensions environnementales, sociales et sociétales se sont accélérées. En fait, elles étaient présentes comme dans de nombreuses entreprises, mais c'est vrai que ça s'est accéléré depuis plus de 20 ans. Vous dites 20 ans, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris à un moment ce virage-là? Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que c'est la réglementation? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez pris ce virage écologique? C'est déjà une responsabilité en interne, en fait. Je pense que les présidents de l'époque ont bien réalisé en fait qu'il se passait quelque chose. Et en fait, je parle de 20 ans parce que ce qui structure un peu le départ de notre engagement, c'est une certification, la certification ISO 14001, qui est une certification environnementale. Et nous avons été, avec la maison NC, la première maison à être certifiée avec cette norme. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qui marque un peu le début. C'est ça qui marque le début. Et donc aujourd'hui, vous vous fixez donc 2020, 2021, même 2022, vous fixez de nouveaux objectifs. J'ai vu réduction de vos émissions carbone de 50% d'ici à 2030. J'imagine que ça implique de nombreux investissements, de nombreuses modifications. Lesquelles ? Alors c'est ultra ambitieux et on en est bien conscient et c'est une volonté. Donc en fait effectivement on s'est fixé moins 50% d'ici 2030 par rapport à nos émissions carbone de 2019. Donc déjà on les a bien remesurées. C'est important d'avoir effectivement tout le périmètre. On mesure d'abord. On mesure d'abord, ça c'est important. Et ensuite on a effectivement un plan d'action pour arriver à moins 50%. Vous le disiez, ce sont des investissements, mais c'est du travail du au jour le jour. En fait, ce qui est important, c'est de changer les pratiques, continuer à changer les pratiques et que tout le monde se sente impliqué. Pour nous, ça, c'est capital, en fait. Donc, ça, vraiment mesurer, mettre notre plan d'action pour atteindre, encore une fois, cet objectif ultra ambitieux et sur l'ensemble des scopes. Moi, j'aime à préciser, en fait, qu'on ne parle pas que de ce qui se passe chez nous. On embarque aussi nos partenaires. Et on dit qu'on est bien depuis la terre, depuis le sol, puisque c'est de là où on vient, avec nos raisins, jusque chez le client, une fois qu'il a terminé, qu'il a dégusté et qu'il a terminé notre cognac. On va en parler donc des différentes étapes, comme vous dites. Ça commence par le travail de la terre et puis ça va jusqu'au transport, jusqu'à la livraison. J'imagine que là-dessus, vous vous engagez. De quelle manière votre maison mère, LVMH, vous aide à atteindre ces objectifs? Vous encourage-t-elle à atteindre ces objectifs? Alors, il faut savoir que chez LVMH, il y a une direction environnement qui a été créée il y a plus de 26 ans. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais donc, encore une fois, très, très précurseur. Et effectivement, la direction LVMH nous donne aussi un certain nombre de guidelines, a aussi annoncé il y a peu, en fait, les objectifs pour 2030 dans le cadre d'un projet qui s'appelle Life 360, donc avec un certain nombre d'objectifs, et évidemment, ensuite, charge aux différentes activités du groupe
de se mettre évidemment en marche pour atteindre ces objectifs, voire les dépasser. Vous savez qu'on aime beaucoup la compétition entre nous. Donc l'idée, entre chaque petite maison d'LVMH, tout à fait. Il y a une saine émulation dans les différentes activités, que ce soit la mode et maroquinerie, les cosmétiques, les vins et spiritueux. On aime bien être les premiers. Et voilà. Et peut-être que vous le serez. Donc, on le disait, le travail commence par celui de la terre. De quelle manière là-dessus vous vous engagez? Est-ce que vous utilisez de nouveaux procédés? On va parler après du bio, pas bio. Ça aussi, c'est une question que j'avais envie de vous poser. De quelle manière vous vous engagez sur, donc, quand vous parlez de viticulture engagée et durable? Alors ça, c'est important, parce qu'effectivement, on est issu de la terre. Et donc, en fait, on parle de viticulture durable. Notamment, on a une certification qui est propre à la cognac, qui s'appelle le CEC. Et donc, l'idée, pour la maison Hensi, c'est d'avoir eu en premier cette certification et d'accompagner l'ensemble de nos viticulteurs à l'avoir. C'est ça, il faut accompagner ces viticulteurs. Exactement. Ce qui est important, c'est, en fait, Hensi, on a très peu de vignes en propre. Donc, en fait, tout l'enjeu, c'est d'accompagner notamment nos 1600 partenaires effectivement à s'engager de la même façon que nous sur de la viticulture durable, donc avec cette fameuse certification CEC, et puis tout un tas de thématiques. Donc on parle de pulvérisation confinée, on parle de moins de pesticides, voire limiter notamment les herbicides, qui sont une catégorie des pesticides. Voilà. Mais tout ça s'accompagne, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est important. Et puis surtout, il faut trouver des pratiques qui sont tout aussi vertueuses. Donc il ne s'agit pas juste de supprimer quelque chose pour le remplacer. Il y a de la recherche aussi à faire. Tout à fait. Et donc, on a aussi une cellule de recherche et développement chez Hensi. Et quelque part, on utilise notre propre vignoble, encore une fois, qui est en une petite surface, mais comme un laboratoire. Pour nous, c'est important de tester et ensuite de déployer, d'implémenter et d'encourager nos partenaires à nous suivre dans cette voie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la viticulture durable. J'ai quand même envie de vous poser la question parce qu'on vend beaucoup l'agriculture biologique. Selon vous, est-ce qu'une viticulture donc durable et engagée passe forcément par le bio? Forcément non. C'est une pratique, évidemment, et je la salue. Voilà, il y a vraiment de beaux choses dans la pratique biologique. C'est un choix que vous n'avez pas forcément fait? Alors, non, enfin, nous, on est parti sur ce qu'on appelle des pratiques d'agroforesterie, qu'on est en train de tester, justement. Et donc, l'idée, c'est de redonner plus à la terre que ce qu'on lui prend. Enfin, si je devais le schématiser, le vulgariser au maximum. Et en l'occurrence, en fait, pour nourrir la terre, il faut remettre des haies, il faut remettre des arbres. C'est ça la pratique d'agroforesterie. Et c'est ce que vous faites. Vous avez aussi un objectif de replanter 500 000 hectares, je crois, d'ici aussi à 2030. Alors, on a deux objectifs. Sur notre propre terroir. Donc, sur la région Cognac, on s'est engagé à planter plus de 1000 km de haies. Voilà, donc ça c'est important. Ça n'a l'air de rien, mais encore une fois, les haies, ça fait revenir les oiseaux, ça fait revenir les insectes. En fait, c'est bon pour la biodiversité et donc c'est bon pour les sols. Et si les sols vont bien, les vignes s'en portent mieux. Voilà, et on limite du coup les intrants chimiques. Donc ça c'est sur notre territoire. Et après, vous avez raison, on s'est engagé sur 50 000 hectares de forêts régénérées partout dans le monde. Donc là, on sort un peu de notre propre scope, parce qu'on estime qu'on a aussi ce devoir et cette responsabilité. Sur ce qu'on appelle la compensation carbone, là-dessus? Alors, nous, on ne le fait pas pour compenser carbone. On le fait dans un objectif de promouvoir la biodiversité. Vous savez que la première source de biodiversité, elle se trouve en forêt. Et la forêt, elle a plein d'autres bénéfices. Donc, on a trouvé un partenaire qui s'appelle Reforest Action, et avec lui, on a décidé de s'engager, donc en dehors de notre propre scope, bien sûr, encore une fois sur le territoire, mais pas que. Et donc, on a décidé d'agir et de recréer des forêts ou de régénérer des forêts en Chine, en Afrique, aux US. On en parlait, Sandrine Sommer, donc cette transition environnementale, cette transition écologique implique une modification de beaucoup de choses sur la chaîne de valeur. On a parlé des terres. Parlez-nous de votre engagement sur les transports, sur les emballages notamment aussi. Alors, les transports, c'est important, parce que comme on en parlait tout à l'heure, il n'y a qu'1 seul % de notre chiffre d'affaires qui est sur la France. Donc, tout le reste, on l'exporte. Donc, beaucoup d'exportations. Beaucoup d'exportations. 99% de nos produits sont exportés. Donc, bien sûr, on se doit de faire de la manière la plus propre possible. Donc, en fait, on a fait un choix, et là, nos équipes supply sont très importantes, parce qu'on a choisi d'exporter par bateau, notamment, évidemment, les US. Et bon, bateau étant le modèle le plus vertueux, en tout cas bien plus évidemment que l'avion. Mais on a décidé d'aller un cran plus loin et on a décidé de s'investir avec un partenaire qui s'appelle Neoline pour participer en fait à la construction d'un cargo à voile
pour qui serait traverser capable de l'Atlantique. transporter un nombre important de marchandises? Alors, on commencera par une petite quantité, pour être honnête, parce que pour le moment, il n'y a que 1 ou 2 bateaux qui vont être construits comme ça et qu'on a de nombreuses marchandises à exporter. Mais petit à petit, on veut monter en puissance. Donc, en fait, dès que le bateau est construit, donc fin 2023, début 2024, on aura à peu près 10% de nos produits qui donc partiront aux États-Unis grâce au vent. Et sur les emballages, est-ce que là aussi vous avez des engagements? Alors, sur les emballages, c'est très important aussi. Quand on regarde un peu notre bilan carbone, effectivement, c'est conséquent, c'est un poste important. Donc là, il s'agit effectivement d'embarquer les équipes marketing, les équipes développement, les équipes achats, pour changer un peu notre façon de développer nos nouveaux produits. Et ça s'accompagne parce qu'il faut aussi que nos clients acceptent ce changement. Donc là aussi, on a un plan de marche assez clair. On sait qu'on doit agir sur le verre. On est très content parce que nous, on utilise du verre principalement. Le verre, c'est fantastique. Le verre, c'est recyclable, donc on ne va pas l'abandonner. Par contre, le verre, c'est émissif en termes de CO2. Donc en fait, il faut qu'on travaille avec nos partenaires pour diminuer les émissions de CO2 sur le verre. Et puis peut-être qu'on travaille aussi avec nos équipes marketing pour diminuer le poids de nos bouteilles. Voilà, faire tout aussi beau, ça c'est important, on est du luxe avant tout. Tout aussi beau, tout aussi bon. Tout aussi bon, bien sûr. Évidemment. Encore une fois, je vous ai parlé de la qualité qui n'a pas changé plus de 250 ans. Et tout aussi bon pour l'environnement, la planète. Merci beaucoup Sandrine Sommer. Il nous reste juste 10 secondes. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que tous ces engagements est-ce qu'ils vont se répercuter sur les prix ou non? Ça, c'est un engagement aussi que vous faites? Non, ils ne se répercuteront pas sur les prix. Non. Parce qu'en fait, on le fait. Et souvent, on dit d'ailleurs, moi j'aime à dire, le développement durable, il doit être économiquement viable. C'est important. Merci beaucoup, on va s'arrêter là-dessus. Merci Sandrine Sommer. Je le rappelle, vous êtes donc directrice du développement durable de la maison NC. Merci d'avoir passé cette première partie d'émission avec nous. On rappelle bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération. C'est l'heure de notre débat. On parle voyage et tourisme durable. Smart Impact dans le débat RSE, comment réduire l'impact environnemental de nos voyages? Bien que moteur de l'économie mondiale, le tourisme de masse pollue. Il serait à l'origine de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tourisme durable, tourisme responsable, slow tourisme à l'approche des vacances. Nous voulions faire le tri aujourd'hui avec nos invités sur ces nouvelles pratiques touristiques plus écolo et plus respectueuses de l'environnement. Pour débattre avec nous aujourd'hui, Agnès De Cramer, directrice générale de Feelingo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous accompagne également Lionel Abasque, PDG de Terre d'Aventure et directeur général délégué de Voyageurs du Monde. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Je le disais, Agnès De Cramer, c'est justement parce qu'il est essentiel à nos économies qu'il faut remettre en question ce secteur qui, pour l'instant, pollue encore beaucoup trop. Exactement. Alors aujourd'hui, on voit que l'engagement dans le développement durable est assez marqué dans le secteur du textile. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont faites dans le secteur de l'alimentaire, de la cosmétique, et on voit qu'on est un peu les parents pauvres de l'engagement dans le tourisme, alors que le tourisme durable existe depuis plus de 30 ans. Et donc oui, c'est important, c'est un secteur qui a un impact environnemental fort. Vous parliez de 5%, en fonction des études, on parle entre 5 et 8%. Et aujourd'hui, il y a de multiples solutions qui existent pour limiter l'impact de son voyage sur l'environnement et aussi avoir l'impact le plus positif possible sur les hommes et le territoire. Parce qu'on parle souvent de voyage éco-responsable, d'écologie, mais il ne faut pas oublier les pendants économiques et sociaux qui sont extrêmement importants aussi. Et donc c'est pour ça que chez Feelingo, on parle souvent d'hébergement durable et de tourisme durable pour bien considérer tous les piliers de cette tendance. Oui, c'est ça, parce que vous parlez de limiter son impact. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit en préambule de l'émission, comment limiter l'impact de nos vacances. Lionel Abasque, qui doit agir? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'hôte? Est-ce que c'est l'hôtelier? Qui doit agir aujourd'hui? À nous, très clairement, on a fait le choix depuis 20 ans. Ce sont les tours opérateurs, donc nous, en tant que tour opérateurs, en tant que professionnels, qui devons agir, dans un premier temps pour le compte des clients, et puis peut-être dans les années à venir, faire participer les clients, mais très clairement, c'est à nous d'agir. Alors nous, par exemple, dans le cadre de nos marques, Voyageurs du Monde, Terre d'Aventure, de par la nature des voyages, déjà, c'est essentiellement du voyage individuel, sur mesure, ou du voyage à base de trekking, de randonnée. Donc on est assez éloigné de ce que vous avez appelé le mass market. Donc par nature, on est surtout sur des voyages individuels, donc avec un impact environnemental vraisemblablement plus faible. Mais pour citer ce dont on parle beaucoup au niveau du voyage,
qui est l'impact des émissions carbone dans le cadre de l'aérien. Nous, on a fait le choix, dans ce domaine-là, depuis 10 ans, depuis les accords de Kyoto, de compenser intégralement l'empreinte carbone de nos clients. Mais nous le compensons pour le compte de nos clients. Et ça fait 10 ans qu'on le fait, et on le fait à hauteur de 100%. On n'arrive pas à faire autrement, excusez-moi de vous couper Lionel Abbas, qu'on n'arrive pas à faire autrement pour l'instant que de compenser nos émissions carbone. On ne peut pas remplacer l'aérien. Non, pour l'aérien, il se trouve que l'aérien, dans le monde de l'industrie, c'est l'un des seuls secteurs où effectivement, comme vous le dites, on n'a pas le choix que de compenser parce qu'il n'y a pas d'alternative technologique. Le jour où elles arriveront, pourquoi pas. Donc, comment y arriver ? Il y a 2 manières d'y arriver. Le premier, c'est effectivement de compenser. Nous, on a lancé nos propres projets de reforestation depuis 10 ans. Ça nous coûte quand même 1,3 million d'euros par an. C'est 10% de notre résultat. Et on le fait pour le compte des clients. Et le deuxième point, c'est que dans le cadre de l'aérien, on prône politiquement la mise en place d'une taxe carbone élevée au niveau de la billetterie. Lorsque vous achetez un billet d'avion, on considère qu'un voyageur qui est prêt à débourser 1 000 € pour un voyage est capable de mettre entre 50 et 100 € de taxe carbone supplémentaire, à condition que cette taxe soit fléchée uniquement sur les investissements technologiques pour avoir à terme des solutions alternatives pour avoir un aérien plus propre. Donc on est sur des engagements très forts dans ce domaine-là et on considère qu'effectivement c'est à nous de le faire. Pour les clients, on verra plus tard. Agnès de Kramer, oui. Sur cette taxe aussi, peut-être, est-ce aux clients aussi un moment de payer peut-être un petit supplément qui fera qu'on participe aussi justement à la transition du secteur ? Alors, c'était pas autant directement sur la taxe que je voulais réagir, c'est aussi sur, bien sûr que c'est avant tout les acteurs du secteur du tourisme qui sont acteurs, comme le nom l'indique, et donc qui doivent agir et considérer l'impact de leur activité. Ça se voit énormément, les hébergeurs... Je parle de ce que je connais. Les hébergeurs vont de plus en plus vers cet engagement, travaillent à limiter l'impact environnemental de leur activité. Et donc, on s'engage avec Feelingo à valoriser leur engagement. C'est important, je pense aussi, de rappeler que le voyageur peut aussi être acteur. Oui. Et que ces choix ont un impact en général très fort. Si je prends quelque chose de très précis, de très concret pour dire à quel point, aux personnes qui nous écoutent, le voyageur peut avoir un impact... à l'hôtel, si vous séjournez à l'hôtel, et si je parle de la consommation d'eau, pour casser un peu les idées reçues, et on en parlait juste avant, la consommation d'eau d'un hôtel, elle se passe dans la chambre, à 40%. La buanderie, 20%, le restaurant, 20%, la piscine, 10%. Je ne vais pas abreuver de chiffres, mais c'est pour donner un cadre. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 40% dans la chambre, c'est vous et moi. Et donc, on peut agir en réduisant le temps passé sous la douche, en faisant attention à la consommation d'eau dans la salle de bain. La buanderie, c'est le nettoyage des serviettes, des draps notamment. Et donc, de respecter les programmes de non-remplacement de serviettes et de draps, par exemple, peut être quelque chose... Ça peut être l'hôtelier qui fait de la pédagogie aussi auprès de son client. C'est un travail commun. C'est exactement ça. C'est l'hôtelier qui va transmettre la pédagogie, expliquer, et c'est le voyageur aussi qui va faire cet effort de se dire « Ok, maintenant, plutôt que de laver ma serviette tous les jours, je vais peut-être, si je reste 3 jours à l'hôtel, conserver ma serviette comme je le fais finalement à la maison. » Agnès de Kramer, là on parle donc de nouveaux usages. À quoi ressemblerait, si on devait l'imaginer, un logement touristique durable ? À quoi il ressemble ? Il ressemble à énormément de choses. Je pense qu'il y a autant d'hébergements durables qu'il y a de typologies de voyageurs, et c'est ça aussi qui est important de transmettre aux voyageurs. Comme je le dis souvent, l'hébergement durable, ce n'est pas que la cabane en bois dans les arbres. Il y a des hébergements durables économiques qui commencent à des tarifs très abordables, 40-50 € la nuit. Du luxe, le luxe est également engagé dans une démarche de développement durable. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité sur l'engagement. Et donc, par exemple, si vous allez sur Feelingo, vous allez trouver des hébergements entre 40 et plusieurs milliers d'euros la nuit, des chambres d'hôtes, petite capacité, 5-6 chambres, des hôtels indépendants, 50-60 chambres, et des plus gros porteurs, des hôtels de chaîne, par exemple, ou des résidences de tourisme, mais tous peuvent bien sûr s'engager dans une démarche de développement durable. Lionel Abbas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous prenez le tourisme sur mesure. Le tourisme sur mesure, c'est aussi un tourisme qui pollue moins. C'est la solution, selon vous, Non, ce n'est pas la solution unique. Vous savez, les clients qui vont en Inde, je vous donne ce petit exemple, forcément, comme ils visiteront Paris, ils voudront visiter le Taj Mahal, qui est quand même... Mais aujourd'hui, quand vous allez en Inde visiter ce lieu extrêmement surfréquenté, nous, les propositions que l'on fait par rapport à cela,
c'est que vous pouvez aller visiter ce lieu-là, mais on le propose maintenant à 5 heures du matin. Pourquoi ? Parce qu'à 5 heures du matin, il n'y a personne. Donc on peut aussi visiter des lieux dits surfréquentés sur des solutions alternatives en termes de visite. De la même manière, lorsque vous faites de la randonnée ou du trekking et que vous faites le tour des Annapurna au Népal, par exemple, aujourd'hui, nous, la décision qu'on a prise, c'est à l'horizon de 2023, on supprimera tout plastique. Or, on le sait très bien, on visite notamment quand on fait du trekking, on visite des lieux, on va dans des pays où les conditions sanitaires ne sont pas toujours évidentes. Donc, proposer demain aux clients une gourde avec un système de purification parfait, équivalent à des bouteilles d'eau plastique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on emporte les clients sur ce genre de solution et ça fonctionne. Agnès de Cramer, les solutions sont là, en effet, du petit gadget jusqu'à l'architecture, peut-être, comme vous dites, d'un hôtel de luxe qui va être éco-conçu, etc. Mais les solutions sont là. Les solutions sont là et sont à valoriser. Alors nous, on dit très souvent chez Feelingo, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes. Et donc, on est partisan de l'engagement constructif, positif, et donc de la valorisation de ce qui est fait, sans pour autant, bien sûr, fermer les yeux sur ce qui reste à faire. On parle toujours de démarche de développement durable, c'est du temps long, ça prend du temps, mais il faut valoriser ce qui est fait. Et donc ça peut être des actions très simples, mettre un réducteur de débit sur le robinet de ses chambres, c'est quelque chose de très accessible, de très simple. Revoir l'intégralité de l'isolation de son bâtiment, bon, c'est des investissements plus engageants, mais en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité par rapport à la capacité financière, la capacité humaine. Il y a juste un échelonnement à faire, des priorisations à faire, mais en effet, il y a de multiples façons de s'engager dans une démarche de développement durable. Et ben voilà, il y a 1000 façons de le faire. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir discuté de tourisme durable sur le plateau de Smart Impact. On termine, comme chaque jour, cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle de Pauline Dorgeval, cofondatrice et présidente de Deuxième Avis. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Deuxième Avis, une plateforme, comme son nom l'indique, dédiée aux patients souhaitant recevoir l'avis d'un médecin sur un problème de santé. Pauline Dorgeval, pourquoi aurions-nous besoin d'un deuxième avis médical ? Alors, peut-être déjà, il faut préciser que deuxièmeavis.fr, ça s'adresse uniquement à des patients confrontés à un problème de santé sérieux, donc que ce soit un problème de santé grave, rare ou invalidant, et donc pour lesquels la qualité de vie de la personne peut vraiment être engagée. Donc, tout simplement parce que la médecine n'est pas une science exacte et que les médecins entre eux, depuis très longtemps, quand il s'agit de leurs enfants, d'eux-mêmes, de leur famille, demandent des deuxièmes avis et que c'est une pratique assez courante. Voilà, donc ça permet d'une part de faire en sorte que le patient soit plus acteur de sa santé, comprenne mieux la prise en charge qu'on va lui proposer, de s'assurer aussi qu'elle est la plus adaptée à sa situation. Ça permet d'être bien en phase avec l'équipe médicale traitante et puis parfois ça évite aussi des opérations inutiles, des traitements inutiles, l'accélération vers des traitements de pointe. Voilà, enfin difficile de répondre en 3 minutes. Mais Dorgeval, expliquez-nous comment elle fonctionne exactement, comment ça marche cette plateforme. C'est-à-dire, on est un patient, on s'inscrit sur votre plateforme Deuxième Avis, ensuite on est mis en contact avec un médecin. Expliquez-nous un peu logistiquement comment ça marche. Alors, logistiquement, effectivement, c'est un service qui est ouvert aux personnes protégées des mutuelles partenaires, des complémentaires santé partenaires. Donc, c'est dans le cadre de contrats santé ou prévoyance. Et l'idée, c'est qu'effectivement, le patient arrive sur notre service, souvent via son espace adhérent. Il crée un compte, il indique sa pathologie. On a préalablement, avec notre conseil scientifique, référencé des médecins référents pour cette pathologie. Et donc, le patient peut choisir un médecin précis ou un des médecins référencés pour cette pathologie. Et ensuite, il va télécharger son dossier. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'écrit. Il va répondre à un questionnaire qui est un questionnaire
personnalisé pour la pathologie. Il va télécharger et uploader des examens médicaux, là aussi spécifiques à la pathologie. Donc parfois c'est un IRM, une radio, un résultat de biopsie, enfin voilà, une vidéo, tout peut être envisagé. Donc, et il est mis en contact avec un médecin aussi quand même? Alors, bien sûr, mais pas en visio, hein, puisque donc, une fois qu'il a téléchargé son dossier complet, un des médecins du service va analyser son dossier et lui répond en moins de 7 jours sous forme de compte-rendu écrit. Donc, c'est vrai que on est très complémentaires à la téléconsultation. La téléconsultation, c'est souvent un problème de santé courant. Ce sont des médecins généralistes ou spécialistes de premier recours qui répondent. Et c'est de la visio, c'est de l'immédiateté. Ça ne s'appuie pas sur un dossier médical. Souvent, c'est des problèmes... Voilà. Nous, on est uniquement sur des problèmes de santé sérieux. C'est de l'asynchrone, c'est-à-dire qu'il y a une réponse sous 7 jours et sur la base d'un dossier complet. C'est vraiment le dossier qui fait foi. Donc, le patient sait très bien qu'il répond. Je vous coupe, Pauline d'Orgeval, parce qu'il nous reste 30 secondes. Je voudrais juste appuyer sur quelque chose dont vous nous avez parlé un tout petit peu au début, sur la pédagogie. Pour vous, c'est important que le patient ait le maximum d'informations. Ça peut même l'aider pour sa guérison. En 20 secondes. Je sais que c'est quelque chose de principal pour vous. C'est effectivement clé. C'est à la fois la pédagogie pour qu'un patient puisse mieux comprendre sa pathologie et être plus acteur de sa santé. Et puis, on sait très bien que le patient a une meilleure chance de guérison s'il adhère au protocole de soins proposé, s'il est convaincu que c'est la meilleure chose pour lui. Et donc, en ça, deuxième avis, participe complètement à cette conviction pour le patient. Merci beaucoup, Pauline d'Orgeval, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice et présidente de la plateforme Deuxième Avis. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous sur Bismart.